Bien, eh bien, écoutez, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce webinaire organisé en collaboration avec CB News et ainsi que The Trade Desk autour de ce thème, publicité data-driven, et s'il était temps que les marketeurs reprennent la main. Alors pourquoi ce thème? Eh bien tout simplement parce qu'il nous a semblé intéressant au sortir d'une année un petit peu remplie d'incertitudes et avant des événements et des bouleversements qui vont marquer également le marché de la publicité digitale. Il semble intéressant pour aujourd'hui les marques de se réinterroger, de se repositionner afin de se questionner et savoir quelles seront demain les meilleures solutions et les meilleurs modèles à utiliser pour pouvoir se projeter sereinement dans la construction de leur stratégie data. Alors avec nous pour en parler ce matin, eh bien, écoutez, j'ai 4 invités qui sont François-Xavier Leray, directeur général France et Belgique et de Trade Desk. Bonjour François-Xavier. Avec moi Bonjour également, Tanguy, avec bonjour à nous, tous. Christine Removille, partenaire et expert chez Bain et compagnie. Bonjour Christine. Marina Oudaillé, directrice générale adjointe de Havas Market, et Émilie Minin de chez eProspect, en charge responsable data chez eProspect. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Christine, sur une question un petit peu d'ordre général, mais qui va nous permettre un peu de lancer le débat. Il serait intéressant de voir, avec tous les bouleversements qui ont déjà démarré, mais quel est véritablement l'impact aujourd'hui du changement de l'écosystème digital pour les métiers des marketeurs. Alors, Tanguy, effectivement, vous avez raison. Nous tous, en tant que consommateurs, employés, patients, d'ailleurs, on est tous probablement aussi sur un écran, on a vu une adoption accélérée du digital au cours de ces 2 dernières années. Et je reprendrai aujourd'hui 3 évolutions majeures qui impactent l'annonceur et déstabilisent les marketeurs, en révolutionnant leur métier. Première évolution, c'est les médias, au cœur du sujet aujourd'hui. Donc effectivement, concernant les médias qui deviennent de plus en plus digitaux, alors les études montrent que le digital représente aujourd'hui la majorité, donc plus de la moitié des dépenses médias, dont une grande partie d'ailleurs en programmatique. Nous en parlerons probablement aujourd'hui. Mais aussi, ces médias ont évolué en termes de support de communication qui deviennent de plus en plus, je dirais, interchangeables. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même contenu sur plusieurs supports. Ouais. Alors, par exemple, au début de Covid, on a vu une croissance de l'ordre de 40%, c'était énorme, de l'utilisation du streaming sur mobile. Donc, les consommateurs n'allaient pas simplement sur l'écran de télévision, sur le PC, etc. Ils allaient dans un monde mobile, malgré le lockdown, pour regarder du streaming et du contenu. Et à l'inverse, la télévision, d'une manière aussi accélérée, n'est plus uniquement un média ou un producteur de contenu, mais la télé est aussi un support où on peut consulter Internet, aller sur YouTube, etc. Donc, première tendance, c'est les médias. Deuxième tendance qui est vraiment révolutionnaire, c'est que les marques, donc les marketeurs, se font court-circuiter. Alors, court-circuiter, pourquoi? Parce que déjà, on a vu une accélération du shopping online. Donc, nous tous aussi présents aujourd'hui sont probablement des démonstrations du shopping online, qui a réduit en fait le circuit entre la publicité, donc le contenu, et l'acte d'achat, avec notamment l'explosion du social commerce, initialement venant d'Asie, mais maintenant qui se développe sur les États-Unis et sur l'Europe et en France. Et aussi grâce à l'e-commerce, on a vu une prolifération des circuits courts qui vont directement du producteur au consommateur et qui donc vont court-circuiter les marques. Et quand on voit les grands distributeurs qui nous entourent, que ça soit distributeurs en ligne comme Alibaba, qui est l'Amazon chinois, on voit que ces grands distributeurs se spécialisent. C'est-à-dire, ils se spécialisent sur les verticaux des marques. Par exemple, Alibaba a créé Alibaba Luxe. Donc, une vraie tendance de réduction des circuits de la publicité à l'acte d'achat. Et dernière tendance qui, je pense, est très, très importante, on en parlera vraiment aujourd'hui, c'est l'explosion de la data et des possibilités donc de ciblage pour les marketeurs qui mènent donc ces marketeurs à opérer des virages significatifs dans leur quotidien. Alors maintenant, est-ce que ces comportements, ces transformations, on va dire, des 2 dernières années vont durer après Covid?
Donc la réponse est en grande partie oui, même si dans une moindre mesure, puisqu'on n'a plus trop de lockdown en tout cas. Nous avons fait une étude prospective que vous reverrez à la fin du webinaire si vous souhaitez avoir plus d'infos sur le sujet. Et effectivement, il y a certaines tendances qui vont rester. J'en citerai 2 aujourd'hui. D'une part, on prévoit que la tendance de croissance de shopping online va rester, même si dans une moindre mesure par rapport au Covid. À titre d'exemple, dans l'alimentaire, qui par essence, l'alimentaire, c'est quand même une catégorie où historiquement, on achetait en physique, on prévoit une croissance de l'ordre de 15% des achats en ligne dans l'alimentaire. Donc cette tendance, oui, va rester. Et puis l'autre tendance, c'est qu'effectivement, le consommateur lui-même, qui jusqu'à présent souhaitait recevoir le bon contenu au bon moment, au bon endroit, dans le bon contexte, et bien maintenant, il va souhaiter aussi ce même contenu, mais un contenu qu'on dirait interconnecté. C'est-à-dire, ce que j'entends par interconnecté, c'est-à-dire que ce contenu, que ce soit une publicité, une information, un post, va lui permettre de réaliser une action. Alors, ultimement, un acte d'achat, hein, c'est le Graal pour un marketeur, mais aussi, ça peut être un like, ça peut être un enregistrement dans ses préférences, donc passer de la publicité à un acte, donc à un contenu interconnecté. Donc on est effectivement d'accord, Tanguy, que ce Ouais. secteur publicitaire a connu d'immenses changements et je pense que dans les années à venir, cela va impacter l'ensemble des marketeurs, l'ensemble des industries et des verticaux. Et maintenant, voilà, on va voir que certains marketeurs ont su y répondre avec beaucoup d'agilité, d'autres ont réagi beaucoup plus lentement. C'est moi le cas, je comprends. François-Xavier, on sent bien, et Christine vient d'en parler, qu'effectivement, il devient de plus en plus crucial pour ces marketeurs d'arriver à finalement mieux identifier quels sont les objectifs qu'ils veulent atteindre, notamment dans leurs objectifs commerciaux et marketing. Et comment est-ce qu'une société comme la vôtre, ou en tout cas vous, vous projetez un petit peu dans l'avenir pour essayer de les aider justement à mieux orienter leurs choix à travers leur stratégie digitale? Tout à fait. Alors déjà pour faire écho à ce que Christine a dit, on partage évidemment le même constat, un constat, d'une mutation extrêmement rapide au cours de cette période de pandémie, de l'univers des médias et des habitudes de consommation médias des audiences évidemment. Ce qui a induit aussi, beaucoup plus de données, disponibles pour les marques, pour les annonceurs. Donc la question qui s'est posée par la suite et qui va se poser, à l'avenir finalement pour ces annonceurs, pour ces marketeurs, c'est comment utiliser cette donnée et comment tirer profit au mieux, évidemment, de cette donnée. Nous, on a la conviction chez The Trade Desk, comme un certain nombre de plateformes technologiques, que l'intelligence artificielle est un moyen extraordinaire de pouvoir gérer et on va dire traiter un très gros volume de données. Donc cette intelligence artificielle, chez nous, elle s'appelle Koa, chez Trade Desk, et elle est au cœur du réacteur, j'ai envie de dire, de The Trade Desk, puisqu'aujourd'hui, chez Trade Desk, on gère environ 1 trilliard de points de données, de points de contact par jour, ce qui représente 13 millions par seconde, soit plus de 100 millions plus que finalement les 100 millions de requêtes search qu'on peut constater par jour également. Donc c'est pour dire que ce volume de données, il est massif et il est évidemment stratégique pour les annonceurs et que on a la conviction effectivement que un des enjeux finalement pour les annonceurs aujourd'hui et encore plus demain, ça va être la gestion de ces données et comment mettre cette donnée au cœur de leur stratégie média et au cœur de leur stratégie marketing. L'enjeu également, il est de évidemment capitaliser sur cette donnée, mais toujours laisser le contrôle au marketeur. L'objet n'est pas que l'intelligence artificielle prenne le pas sur l'homme et qu'on se retrouve finalement complètement annihilé par la technologie, mais que cette intelligence artificielle soit au service finalement du marketeur pour être plus pertinent et plus performant dans ses prises de parole et dans ses plans médias. J'entends bien. Ça veut dire que malgré tout que pour l'ensemble des acteurs de ce marché, que ce soit les agences, les marques, mais aussi les entreprises de la tech, ça peut impliquer quelques changements, notamment des changements d'organisation à travers les compétences et les talents sur lesquels ils vont devoir compter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement aujourd'hui peut-être les modifications qui sont à apporter du côté des entreprises ou même au sein des agences? Comment vous percevez, vous, cette nécessité d'adapter, je dirais, les compétences et
et la façon dont va se faire plus dans le futur le lien entre justement vos clients, agences et marques. Peut-être, Émilie, vous pouvez nous dire 2 mots, et Marina également là-dessus. Oui, je vais commencer. Alors, il y a déjà un point qui est important, c'est qu'on se rend compte que quand on parle de data, maintenant, avant où c'était des sujets beaucoup plus entre l'IT et le marketing, maintenant, il faut rajouter les équipes légales dans la boucle. Et on se rend compte que c'est vraiment un trinôme important pour bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec cette data, et surtout comment ne pas impacter, comment répondre au mieux aux consommateurs. Et donc, des sujets comme avant, qu'est-ce qu'un cookie, qu'est-ce qu'une donnée personnelle qui pouvait appartenir à l'un ou l'autre des départements. Maintenant, il faut que l'entreprise soit vraiment au global alignée sur ces définitions-là et savoir qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Le deuxième point, c'est qu'en termes d'organisation, je pense que chez les annonceurs, il faut vraiment une personne qui s'occupe de ces sujets pour permettre que ce soit pas un sujet de fond, mais que ce soit vraiment un enjeu et permettre à l'entreprise de répondre au mieux dans les actions qui vont être faites en termes de communication et s'assurer que tout va être compliant, tout va être fait aussi au niveau les branchements IT et au final que la communication qui soit adressée à chaque internaute ou chaque consommateur soit adéquate. Et enfin, le dernier point pour moi qui est important en termes d'organisation, c'est que ça donne naissance, et François-Xavier aussi en a parlé en évoquant l'intelligence artificielle, c'est que ça donne naissance à de nouveaux métiers qui arrivent. On parle de data stewards qui sont là pour bien s'assurer que les données dans une entreprise soient bien exploitées et soient bien construites. On parle aussi de data analyst et de data scientist. Donc voilà, tout ça, c'est des métiers qui permettent de faire parler davantage la donnée. Tout ça pour répondre à des besoins marketing, tout en étant compliant grâce aux équipes légales qui s'impliquent dans ces sujets. Très bien. Marina, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre avis également sur la question ? Alors, j'ajouterais que avec l'évolution en fait de tout ce qui va concerner la data, l'automatisation, on devient, enfin nos métiers en fait et la façon dont on les exécute nous amène de plus en plus à réfléchir à la façon dont on va nourrir les algorithmes pour apporter toujours plus de business à forte valeur. Et en fait, réellement, en fait, notre travail réside dans la traduction des enjeux et des objectifs marketing afin de nourrir via la donnée les algorithmes de manière à ce qu'ils travaillent bien. Parce que les plateformes, en fait, et laisser l'algorithme complètement fonctionner tout seul n'apporte pas forcément de valeur puisqu'on a des algorithmes qui vont aller fonctionner uniquement sur les références produits, par exemple, qui vont être les plus enclines à optimiser un CPA ou un ROAS ou ce genre de KPI. Et on se rend compte qu'en fait, l'annonceur, il va aussi vouloir pousser à un moment donné, à certaines périodes, certaines références produits ou des références produits qui vont être à forte valeur en termes de marge. Donc, c'est ça qu'il faut aller travailler. Et puis, aussi, je dirais l'analyse des signaux faibles, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'impacts dans le processus d'achat, la réflexion d'achat. Et par exemple, on a pu faire, nous, des études chez nous pour un annonceur de bricolage. On s'est rendu compte que, en termes de déménagement, ce qui était le plus déclencheur, en fait, on se rendait compte d'un déménagement avec l'achat de lunettes de toilette. Et souvent, en fait, s'en suivaient ensuite des projets d'aménagement de cuisine, de salle de bain, etc. Donc, c'est l'analyse de ces signaux faibles qui va aussi apporter de la valeur pour faire fonctionner ces algorithmes. Ce qui signifie donc l'humain reste très important. Voilà, c'est ne pas oublier que l'humain reste un garde-fou pour éviter effectivement de partir un peu à l'aveugle avec les outils technologiques qui sont à disposition peut-être. Un autre point qui est intéressant malgré tout, qui concerne vous directement, agence média et les annonceurs, c'est qu'on assiste depuis quelque temps chez certains groupes à une internalisation de l'achat média. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se généraliser selon vous, Christine, et peut-être Émilie et Marina, vous pouvez nous dire de quelle façon vous vous positionnez par rapport à un phénomène qui est loin d'être encore généralisé, mais qui peut être une indication d'un changement d'organisation et donc de manière de travailler avec vous, agence, du côté annonceur. Christine, d'abord peut-être. Alors oui, très bonne question. Alors je rejoins Marina et Émilie sur le fait qu'effectivement il y a de nouveaux métiers
maintenant qui sont créés au niveau de la data et d'autres sujets. Mais je vais parler effectivement des operating models au sens large et le phénomène d'insourcing potentiel. Je commencerai en illustrant avec un exemple. Une marque mondiale que je ne citerai pas pour des raisons de confidentialité, mais connue de tous, s'est aperçue en fait que son agence ciblait plus de 40 segments de consommateurs avec seulement 2 variants de contenu publicitaire. Alors, l'objet ici n'est pas d'incriminer le prestataire créa, le prestataire média, voire même l'annonceur qui n'aurait pas fait un bon brief, mais plutôt d'illustrer quelque part la nécessité de travailler en équipe soudée. Une équipe soudée, proche, qui va naviguer au plus proche du consommateur afin de pouvoir lui apporter le bon contenu au bon moment dans le bon contexte. Alors, qu'est-ce que signifie une équipe soudée en termes d'organisation? C'est effectivement trouver le bon équilibre entre le insourcing et l'outsourcing auprès de partenaires externes. Donc aujourd'hui, sur le marché, on a observé effectivement alors un élargissement du métier du marketeur, comme on le disait tout à l'heure, sur des nouveaux métiers autour de la data, mais aussi il y a des fonctions plus larges comme l'e-commerce, la data et aussi la technologie, mais aussi des marketeurs qui travaillent plus étroitement avec les agences. Et donc sur ce dernier point, effectivement, pour certains annonceurs, les marketeurs ont repris la main. Ils ont repris la main en internalisant certaines capacités, en particulier la création digitale et le métier digital, le média digital, avec soit leurs propres équipes, donc ils ont recruté des experts, soit en mode hybride, c'est-à-dire que sur leur plateau, dans leurs locaux, ils utilisent des ressources de l'agence afin que tout le monde travaille ensemble en équipe soudée avec des équipes multidisciplinaires. Alors maintenant, il faut quand même rester réaliste. Certains marketeurs l'ont fait avec brio, d'autres l'ont fait avec moins de succès. Nous avons fait une étude récemment chez Bain & Company, que vous trouverez aussi plus tard, qui montre en fait que les marketeurs les plus performants sont ceux qui non pas gèrent le digital marketing en isolation, c'est-à-dire en mode silo, mais plutôt ceux qui ont développé une nouvelle approche marketing globale dans un écosystème digital. Donc une vision beaucoup plus holistique du marketing. Et plus précisément, les ROI médias qu'on a vus les plus importants ont été observés lorsque les entreprises ont su quelque part combiner 3 leviers. Donc, le premier, qui est la transparence totale des performances marketing, parce que très souvent, le marketing est resté très opaque dans les organisations, ou alors le précaré des marketeurs. Donc, une transparence totale où le CEO, le CFO commencent vraiment à comprendre les ROI marketing, pourquoi ça marche et ça ne marche pas. Deuxième point, l'utilisation de données propriétaires. On en parlera peut-être aussi aujourd'hui, ce qu'on appelle les first party data, surtout dans un contexte cookie-site, qui permettent, et les leaders de marketing sont 10 fois plus performants que les autres lorsqu'ils savent utiliser data consommateur. Et aussi avec les bonnes plateformes technologiques, on en parlait tout à l'heure avec François-Xavier. Et enfin, troisième critère, le shift des entreprises en mode agile. Parce que l'agilité porte ses fruits. Et ça, on l'a vu pendant Covid, mais on va continuer à le voir après Covid. Et l'agilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des équipes multidisciplinaires qui font du test and learn. Alors, il est vrai, pas toujours facile à orchestrer, mais ça signifie des nouveaux operating models, manière de travailler ensemble. Ça signifie l'agilité, ça signifie aussi avoir des mesures de performance qui sont récurrentes en fonction du consommateur, mais aussi en fonction des mouvements concurrentiels, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux entrants sur les différents marchés. Donc, il faut pouvoir réagir très, très vite en termes de budget marketing. Au lieu de fixer son budget marketing pour l'année, on a tendance à faire des révisions budgétaires beaucoup plus fréquentes. Et enfin, des méthodes de testing qui sont beaucoup plus avancées. On en parlait tout à l'heure avec Émilie. Effectivement, grâce aux plateformes, on arrive maintenant à faire des méthodes de testing plus avancées et à apporter de l'agilité dans les équipes. D'accord. Est-ce que ça veut dire, Émilie, Marina, que cette agilité, ou pas cette agilité, les problèmes d'agilité, que vous pouvez les rencontrer avec des clients actuels, ou comment est-ce que vous voyez évoluer les choses? Est-ce qu'il y a un risque que les agences médias perdent de leur valeur ajoutée finalement avec cette tendance qui pourrait peut-être devenir plus importante d'internisation de l'achat média? Comment voyez-vous votre rôle d'agence conseil?
Émilie, peut-être d'abord. Je vais commencer. OK. Moi, je pense qu'il n'y a pas de crainte par rapport à la valeur ajoutée. Il ne faut pas oublier que l'agence média, elle est là en tant que conseil et que si une entreprise souhaite internaliser certaines fonctions médias, c'est de notre devoir de l'accompagner dans cette transition. C'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et du coup, on sera toujours là pour aider. Après, il ne faut pas oublier aussi que l'avantage de travailler en collaboration aussi avec une agence média, donc effectivement, on n'aura peut-être plus tout le spectre du média, mais juste une fonction d'accompagnement, c'est que l'agence média, elle a, étant donné qu'elle a beaucoup de clients et qu'elle connaît très bien le marché, elle peut avoir des benchmarks très rapides sur ce qui se passe, ce qui se fait de bien et ce qui se fait de moins bien, et du coup, conseiller cet annonceur qui commence à réinternaliser les fonctions sur, sur les tendances du marché, les best cases aussi qui se font. Donc, je ne pense pas du tout que la valeur ajoutée de l'agence média soit en déperdition. Au contraire, je pense qu'elle prend d'autant plus de valeur pour l'accompagnement de ces entreprises à l'internalisation et à la surveillance du marché. D'accord. Déperdition, c'est un mot sans doute un peu fort quand même. Pardon, oui. Pas exagéré. Tanguy, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose au propos, quelques précisions au propos d'Émilie. De mon point de vue, déjà, il y a plusieurs types d'internalisation. On parle d'internalisation. L'internalisation, c'est un mot qui est très vaste. C'est un terme qui est très vaste et qui peut engager différents niveaux d'internalisation chez l'annonceur. Je pense que c'est un point qui est important à soulever parce que un des enjeux, comme on le disait, c'est l'apparition de nouveaux métiers, de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences, elles sont extrêmement compliquées d'un point de vue recrutement à obtenir, à séduire. Et ce serait extrêmement compliqué également pour un annonceur de vouloir internaliser l'ensemble de ses compétences, tout simplement parce que il n'aurait pas forcément la capacité de les attirer, de proposer des projets suffisamment dynamiques et intéressants pour faire de la rétention finalement de profils. Et puis ensuite, il y a aujourd'hui également une forme de compétition entre les agences pour obtenir les meilleurs profils. Et donc, pour un annonceur, je ne vois pas l'intérêt de venir rentrer dans cette démarche-là. Je pense que l'enjeu de l'internalisation chez l'annonceur, il est plus sur, et on en a parlé en début de webinaire, sur la propriété de la donnée, reprendre peut-être la main sur ces données, puisqu'on voit que ça devient finalement la colonne vertébrale aujourd'hui de sa stratégie marketing et médias. Pour autant, vouloir internaliser des compétences, je pense que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et ça risque plutôt d'être un échec pour l'annonceur qu'un succès. Donc je pense qu'effectivement, il faut mesurer et vraiment apporter de la nuance sur qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle finalement quand on parle d'internalisation. Très bien. Marina, un avis peut-être sur ce dernier point ? Oui, je rejoins le point de vue. Il y a plusieurs façons de prendre de ce sujet et de mettre en place des accompagnements. Ça arrive de plus en plus. On met en place des accompagnements assez diversifiés. Hein. Ça va de formation à plan d'accompagnement de montée en compétences, également d'accompagnement au recrutement, aux fiches de poste. On intègre également des collaborateurs en régie lorsque c'est nécessaire, hein, directement chez les annonceurs qui sont des extensions de leurs équipes. Donc en fait, on a vraiment différents cas et qui vont s'adapter à chacun des annonceurs à la façon dont ils souhaitent évoluer. On voit aussi arriver chez les marques des profils de plus en plus experts. Et là où, en fait, ils nous attendent, c'est encore une évolution de notre rôle, mais qui va vers du conseil, finalement, c'est de continuer à leur faire prendre de la hauteur, à les accompagner sur les tendances de fond du marché. Et en fait, on se rend compte que quand certains annonceurs qui ont internalisé, ça a été le cas chez nous, en fait, font face au même problème que l'agence, on en parlait tout à l'heure, hein, le recrutement, le turnover, et ils ont sans cesse besoin d'être accompagnés pour pouvoir continuer à recruter, continuer à former et faire monter en compétence leurs collaborateurs. Donc, en fait, les agences ne sont pas mises en danger face à ça. On a juste une évolution de notre accompagnement et davantage sur du conseil, finalement. D'accord. Très bien. Écoutez, merci pour ces éclairages. On a un point essentiel quand même à aborder ensemble ce matin également, c'est le futur de la publicité digitale et notamment l'avenir de l'exploitation des données, puisqu'on sait que dans 18 mois, un petit peu moins maintenant, les cookies tiers seront amenés à disparaître, et ce qui pose évidemment beaucoup de questions du côté de chez l'annonceur, à comment optimiser aujourd'hui ces données et sur quelles données se baser.
Donc, il y aurait dans le futur, en gros, si on peut schématiser, deux modèles qui vont un petit peu s'opposer, l'open data, l'open internet, et les jardins clos qui sont représentés par les GAFA. Aujourd'hui, peut-être François-Xavier, est-ce que vous pouvez nous repréciser quels sont les avantages véritablement de l'open data pour un annonceur par rapport à effectivement donc, ces modèles de Wallet Gardens tels que les exploitent les Facebook, Amazon et compagnie. Bon, je dirais qu'effectivement, ces deux mondes s'opposent et vont peut-être être amenés à collaborer un jour, on l'espère en tout cas. Moi, j'ai quelques points de données que j'aimerais mettre en avant en introduction. On voit aujourd'hui qu'environ 30 à 40% du temps passé par les internautes se fait sur ces environnements clos et 60% en gros du temps passé par les internautes se fait sur l'open internet. Donc, on voit et inversement proportionnel finalement, plus de 60% des investissements des marketeurs se font sur les jardins clos et 30% sur l'open internet, 30 à 40% sur l'open internet. Donc, il y a aujourd'hui une dichotomie entre le temps passé et les investissements et peut-être un manque de considération, en tout cas peut-être une prise de conscience, on en voit de plus en plus, sur le potentiel de l'open internet. De notre point de vue, effectivement, on a la conviction que l'open internet offre un champ des possibles qui est énorme, plus de transparence, plus de contrôle, plus de diversité, une capacité à pouvoir également adresser des environnements cross-canaux, en prenant en compte les évolutions de l'environnement du monde des médias. Christine en parlait en introduction, le paysage médiatique a énormément changé au cours des 2 dernières années. L'essor de nouveaux services comme le streaming, comme les plateformes de vidéos, comme la télévision connectée, font qu'aujourd'hui, l'open internet offre un champ des possibles beaucoup plus large que ces plateformes fermées, et d'autre part, sur l'utilisation de la donnée également, puisque Marina en parlait tout à l'heure en faisant écho d'un cas client, grâce à cette vision, on va dire, beaucoup plus large du paysage média et de la consommation finalement média des internautes, on a la possibilité de pouvoir identifier ces signaux faibles potentiels et capitaliser sur ces signaux faibles potentiels. Donc voilà, en résumé, quelques points importants qui permettent de mettre en perspective effectivement les avantages de l'open internet versus les environnements clos. Après, ce que nous on appelle de nos voeux, c'est que ces environnements clos s'ouvrent et que dans l'intérêt des marketeurs et de l'industrie au sens large, les marketeurs puissent capitaliser sur l'ensemble de l'internet et pas de choix à faire entre finalement des environnements clos et l'open internet. On sait bien malheureusement que la question clé aussi pour convaincre les marques de faire le choix de l'open internet, ça reste le retour sur investissement et la capacité à mesurer l'efficacité des campagnes et des solutions qui sont mises à disposition. Émilie, quel regard vous portez justement sur ce que vient de dire un petit peu François-Xavier, et sur la capacité de l'open internet à être aussi efficace dans la capacité à rassurer les annonceurs sur la performance immédiate de leur campagne? Alors, si on devait faire une précision peut-être plus sur l'open data, son existence, je pense que ça, c'est des données qui sont... alors, est-ce que ça sera l'avenir pour les marques ? Je n'ai pas la prétention de dire oui ou non, mais en tout cas, sur l'open data, ce qui est sûr, c'est que faut que ce soit de plus en plus utilisé et on se rend compte que ça prend de plus en plus de sens. Si on prend un exemple concret, on se rend compte que son train, de l'open data, par exemple, sur le trafic ferroviaire, la météo, le trafic routier, son train est en retard et on reçoit une petite publicité ciblée qui nous dit vous avez du temps devant vous, venez prendre un café à tel endroit. Bon, on ne peut pas nier, je pense que toutes les personnes ici sont sensibles à ce genre de publicité. Donc, en tout cas, déjà sur l'open data, je pense c'est sûr qu'il y a un avenir en termes de personnalisation de création. Ensuite, sur tout ce qui est performance par rapport à ces évolutions du marché, la mesure des performances, est-ce que je reviens encore au point des agences médias sur l'accompagnement des annonceurs sur la mesure des performances. Donc, avec la fin de ces cookies tiers qui arrivent, les performances de mesure, notamment sur les arrivées sur site, peuvent être modifiées. Et donc, c'est du rôle des agences de conseiller et de bien faire comprendre aux annonceurs qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mesurer et qu'est-ce qu'ils ne pourront plus mesurer demain. Donc, voilà. Et est-ce que ça peut signifier, Marina, selon vous, que du côté des agences, vous soyez au moins dans un premier temps un peu tiraillé sur finalement la meilleure solution à
à promouvoir auprès de votre client, que ce soit l'open data ou les jardins clos, ou pas du tout? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'opposition. En fait, tout réside dans la richesse. Et notre grosse valeur ajoutée en agence, c'est d'être agnostique, c'est de recommander la meilleure solution compte tenu des objectifs et des enjeux à atteindre. Que le but, c'est quand même d'avoir un mix média qui reste complètement en fait diversifié. On se rend compte que la dépendance n'est pas bonne à long terme, qu'on assiste quand même à une saturation. Et du coup, le but, c'est d'aller trouver les bons relais de croissance et pour aller diversifier le mix média et apporter de la valeur. Je pense sincèrement qu'on trouve de la richesse à la fois dans les écosystèmes derniers, à la fois dans l'open data. Et comme le disait François-Xavier, l'open data permet la déduplication, permet l'accès en fait à une plus grande diversité. Et voilà, le but, c'est d'associer les bons leviers et les bonnes audiences pour obtenir les meilleures performances. C'est avant tout ça l'objectif. D'accord. Bon, là... Christine, vous voulez rajouter quelque chose Oui, je voulais juste revenir sur un point qu'on partageait avec Émilie et vous Tanguy sur l'efficacité et la performance. Je pense que beaucoup, et d'ailleurs beaucoup de multinationales maintenant le disent, ils sont allés trop loin dans le performance marketing. Alors, ce qu'on entend performance marketing, c'est le marketing ciblé sur la base de data. Tout ça simplement pour driver du trafic et donc des ventes. Et tout ça a été fait au détriment de l'image de marque et de la notoriété. Donc, je rejoins aussi Marina quand on dit on est agnostique, on choisit le bon média mix parce qu'en fait, certains annonceurs, en fait, reviennent un petit peu en arrière et se disent très bien, le performance marketing, c'est très bien, c'est pas au détriment de l'image. Donc, l'open data, oui, mais pas non plus à n'importe quel prix, notamment pour les industries qui sont riches en termes de données. On va dire que l'accès à la data est relativement pas cher. Hein, les télécommunications qui ont accès aux canaux de distribution, l'e-commerce, le tourisme, etc., qui ont une culture du CRM. Par contre, pour les industries qui sont pauvres en termes de données transactionnelles ou comportementales, l'accès à la data peut être assez coûteux. Et donc, il est quand même important de mesurer le retour sur investissement de l'accès à la data et ne pas le faire à n'importe quel prix. Maintenant, on est d'accord que la data sera probablement la nouvelle monnaie d'échange du consommateur. Parce que l'expérience d'achat va se produire partout. Les marques devront être là où le consommateur est. L'expérience sera omnicanale, connectée avec le mobile, la 5G et l'Internet des objets. Et donc la data, dans les décennies à venir, va être de plus en plus effectivement la monnaie d'échange pour le consommateur. Alors, la data dans son ensemble, mais on a bien compris qu'avec la fin des disparitions des cookies tiers, c'est la first party data qui allait devenir l'enjeu évidemment central. Marina, comment est-ce qu'on peut dans le futur arriver finalement à libérer le potentiel de cette first party data tout en respectant évidemment la législation et notamment la vie privée des consommateurs. Comment il va falloir jongler intelligemment pour les marques, et toutes les marques, hein, il y en a pour qui ce sera plus simple parce qu'elles auront beaucoup de data à exploiter, d'autres pour qui ce sera plus compliqué parce qu'elles en ont moins. Comment est-ce que vous voyez-vous les choses se passer là, dans les mois qui viennent ? Alors, je pense que toute cette évolution, l'évolution de ce sujet sur la data, l'évolution des identifiants digitaux, on parle beaucoup de la fin des cookies en fait. C'est pas la fin de quelque chose. C'est une véritable opportunité d'aller vers plus de qualité. Il y a une dérive publicitaire, des sites qui ont cherché à avoir toujours plus d'emplacements et de pages avec publicité. Ce qui a survenu, c'est une gêne de l'internaute et c'est forcément une montée de l'adblock, etc., etc. Je pense que c'est le moment en fait où on va pouvoir apporter plus de qualité, driver des audiences et un contrat de lecture avec plus d'engagement. Et du coup,
des prospects et des intentionnistes à plus forte valeur pour avoir derrière générer un business avec plus de qualité aussi derrière. Et il va falloir en fait, comme on parlait de mesures tout à l'heure, hein, se doter de nouveaux KPI, de nouveaux benchmarks. On va plus pouvoir repartir sur les mêmes. On fera avec moins de quantité aussi. Donc le but c'est de faire moins mais mieux, aller chercher plus de valeur. Et il va falloir se baser sur cette first party data. Hein. Christine l'a redit, hein, ça va être un élément clé. Il y a certains secteurs qui sont fortement dotés et d'autres non. Donc c'est là-dessus, c'est dans ce sens-là qu'il faut les accompagner à aller enrichir leurs données avec des profils et des comportements en fait d'internautes qu'ils n'ont pas, enfin des informations qu'ils n'ont pas sur le comportement des internautes, leur comportement d'achat, la géolocalisation, également tout ce qui va être lié à la consommation télé, ce genre de choses. Et le but c'est d'aller apporter cette analyse, aller enrichir ces données pour derrière capter des points de contact à forte valeur et puis ensuite les activer avec de la personnalisation et s'insérer au bon moment dans le parcours de réflexion d'achat pour avoir des campagnes performantes et en mesurer l'efficacité. Donc ça, c'est tout l'enjeu. Alors, c'est un enjeu qui est déjà un peu actuel, parce que certains ont tendance à tort, peut-être, à opposer effectivement la création data et la création publicitaire au sens propre. Comment, peut-être chacun de vous peut me donner un peu un avis, mais à l'avenir, comment s'assurer finalement que l'expérience publicitaire que recevra le consommateur soit effectivement la plus pertinente grâce à l'exploitation des data, mais sans être effectivement sans risque de retomber dans quelque chose qui soit trop, puisque la personnalisation, la publicité, malgré tout, consiste à répondre à un besoin, mais sans en faire trop. Alors, cette dérive dont vous venez de parler, Marina, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle ressurgisse d'une autre façon avec de nouveaux modèles publicitaires qui seraient mis en place? Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de façon générale? Moi, je pense que là, il y a un gros travail et on a pas mal parlé, je pense, dans d'autres webinars ou dans d'autres discussions. Il y a un gros travail des éditeurs, ce que je disais tout à l'heure, à retravailler en fait l'accès à leur contenu, la façon dont ils mettent en avant, retravailler leur contrat de lecture, tout ce dont on parle autour des nouveaux modèles en fait économiques. Et naturellement, on devrait pouvoir driver du coup des audiences qui vont être plus engagées, qui vont être de meilleure qualité, des internautes qui sont plus captifs et qui savent pourquoi ils sont là, quel contenu ils ont lu. Et on a beaucoup. En fait, notre métier, il y a eu une évolution de notre métier vers toujours plus de data. Comment en fait capter l'internaute dans son parcours, etc. Et en fait, je pense que c'est aussi quelque part l'occasion de se reposer la question du contenu, du contrat de lecture et de la façon dont on drive du sens et de la valeur en fait pour les internautes et de leur apposer à côté un message qui va davantage les intéresser. Donc ça, c'est tout l'enjeu. Ouais, je rebondis par rapport à une question que je vois sur les participants qui nous disent, mais effectivement, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de redéfinir la performance, qui est aujourd'hui essentiellement axée sur, d'un point de vue pécuniaire, sur une notion qui soit un peu plus, sans doute, détachée de cette obligation. François-Xavier, vous vouliez dire quelque chose peut-être là-dessus? Non, moi je voulais effectivement ajouter deux, trois éléments à ce que disait Marina à l'instant. Effectivement, la disparition du cookie tiers annoncé, c'est une magnifique opportunité pour l'industrie au sens large, pas simplement les éditeurs, mais également les technologies et les agences, de pouvoir réexpliquer le quiproquo finalement qu'est-ce que la publicité sur Internet, à quoi elle sert, et redonner peut-être un peu plus de contrôle à l'internaute, mais également d'être beaucoup plus, on va dire, pédagogue dans pourquoi est-ce qu'il y a de la publicité, pourquoi est-ce que cette publicité est ciblée, et quel est son intérêt, et potentiellement donner la possibilité à l'internaute également de dire non, je ne souhaite pas être exposé à de la publicité, et donc en contrepartie, peut-être que je vais être amené à payer ce contenu qui coûte de plus en plus cher à être produit. Je pense que c'est un point qui est très important. On a très mal expliqué, et ce qui a expliqué aussi finalement cette forme de rejet qu'on a pu voir
du cookie et de la publicité ciblée. On a très mal expliqué quelle était l'utilisation du cookie et quelle était la fin finalement de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a de la publicité ciblée? Pourquoi est-ce que les sites ont besoin de diffuser de la publicité? Payer le journalisme libre et indépendant, entre autres, donner accès à cette information de façon gratuite. Je pense que si demain les sites devenaient payants, et on l'a vu d'ailleurs au cours des derniers mois, certains sites se sont mis à proposer des péages en disant voilà, si vous ne voulez pas accepter la pose de cookies vous devrez payer finalement un accès pour consulter le site. On a vu une levée de bouclier des internautes qui ne comprenaient pas. Et je pense que c'est lié au fait qu'on a très mal expliqué finalement quel était le contrat qui existait entre les internautes, les éditeurs et les annonceurs. Donc cette disparition du cookie et ce nouveau paradigme vers lequel on va nous donner la possibilité d'être beaucoup plus pédagogue et d'expliquer davantage et peut-être redonner plus de contrôle également aux internautes sur pourquoi la publicité ciblée, quel est son objectif et quel est son intérêt finalement pour l'ensemble des parties engagées. Ça veut dire quand même malgré tout revenir à faire un pas en arrière et revenir sur un travail qui, comme vous le dites, aurait pu être fait mieux fait auparavant. Mais sans garantie, finalement, puisque rien ne dit que demain, finalement, le consommateur montrera patte blanche à travers les dispositifs qui pourront être mis en place. Donc, comment le faire comment le faire intelligemment, si vous voulez, parce que il y a malgré tout quand même un rejet qui est quand même assez net de publicité digitale trop agressive. Et si en plus s'ajoute à ça effectivement une incompréhension, bon, c'est... Ouais, on a fait un certain nombre d'études chez The Trade Desk. Le discours sera véritablement plus clair, quoi. Donc, Christine, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, je vais te laisser du coup la parole. Oui, je voulais juste rajouter un point, effectivement, les marketeurs, les annonceurs vont de toute façon continuer à se réinventer, faire preuve de créativité pour mettre en place des modes gagnant-gagnant, comme disaient François-Xavier et Marina, gagnant-gagnant pour le consommateur, pour qu'il y trouve son intérêt pour donner ce qu'on appelle le zéro party data, hein, c'est-à-dire son accord pour utiliser ces data, mais aussi que ces data soient utilisées par des partenaires. Hein. Et donc, il devra y trouver un bénéfice réel au-delà de simples offres promotionnelles. Par contre, je rajouterai un point majeur, parce qu'on le voit dans beaucoup d'organisations, c'est l'importance du data privacy. Création de nouveaux postes sur l'ensemble de l'organisation, que ce soit en IT, au marketing, dans les business units, parce que ça va impacter les ventes. On voit la mise en place aussi de plateformes, de consent management platform, avec, juste pour en citer une, Didomi, puisque c'est une plateforme française, qui vont gérer le consentement du consommateur, parce que c'est un vrai métier en tant que tel. Et donc, la data privacy devient maintenant vraiment des sujets, même au niveau des comités de direction, board level, pour assurer cet engagement vis-à-vis du consommateur. D'accord. On arrive un petit peu vers la fin de notre webinaire. Reste quand même un point essentiel à aborder avec vous tous et vous toutes, c'est quel avenir demain sur quel modèle va se reposer effectivement la pub digitale et la pub data. On sait que certaines choses commencent à être testées. On sent bien, et vous en parliez tout à l'heure, Christine, que cela passera par du test and learn. Est-ce qu'on peut espérer que demain, un modèle satisfera tout le monde et pourra permettre la concorde sur le marché, ce qui a quand même rarement été le cas. Est-ce que chacun, vous pouvez me donner un petit peu vos sentiments sur ce qui nous attend et ce que vous souhaiteriez, vous, en tout cas, voir aboutir? Alors, donc effectivement, il va falloir faire preuve, on parlait de créativité, hein, faire preuve de créativité pour inventer de nouveaux modèles qui n'existaient pas dans le passé, puisque le métier du marketeur est en pleine transformation. Il devra gérer la data avec des degrés d'indépendance vis-à-vis des GAFA, on en a parlé, et potentiellement aussi des e-retailers comme Amazon, on n'en a pas encore trop parlé aujourd'hui, et avoir les bons prestataires ou partenaires, hein, pour bien maîtriser la data, et comme on le disait tout à l'heure aussi, avoir un bon équilibre entre les KPI de performance marketing et aussi les notoriétés de la marque. Alors, on voit 3 modèles qui peuvent émerger. Il y en existe d'autres, mais les 3 modèles qu'on commence à voir émerger, ce sont donc le premier, c'est des modèles de partage de données autour d'une proposition de valeur consommateur commune. Donc, par exemple, on a vu pendant Covid, Carrefour et Burger King se mettre ensemble pour proposer de la livraison d'ingrédients à domicile pour créer des burgers, homemade burgers. Et donc, le consommateur, y voyant un vrai bénéfice,
a accepté de partager ses data avec à la fois Carrefour et Burger King. Donc, il y a un premier modèle, on va dire, de partage de données autour d'une proposition. Tanguy, ouais. Et après, le deuxième modèle qu'on voit aussi émerger, et L'Oréal, par exemple, a racheté Modiface, qui est une plateforme de virtual reality. Donc, le deuxième modèle, c'est de passer de l'innovation produit à l'innovation service pour aussi être plus proche du consommateur et capter des données. C'est-à-dire que comme l'industrie des biens de consommation courante n'ont pas beaucoup d'accès à la donnée transactionnelle, en investissant dans des services, et ils peuvent également proposer de la valeur ajoutée en dehors des produits et puis capter des données comportementales vis-à-vis des consommateurs. Et puis le dernier modèle, qui est aussi très intéressant, qui a bien émergé en Asie, ce sont des modèles de partenariat avec les e-retailers. On a beaucoup parlé de GAFA aujourd'hui, mais avec l'explosion des ventes en ligne, la question vraiment se pose du pouvoir des grands supermarchés de la data, que sont les e-retailers. Alors aujourd'hui, Alibaba est assez ouvert sur des modèles de partenariat avec les marques pour partager ses data, mais aussi on voit Amazon est en train d'évoluer sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la data, puisqu'il a pris aussi, vous l'avez vu, les droits de diffusion d'événements de Roland-Garros, maintenant du foot. Il a aussi annoncé une évolution significative de son DSP, à voir quelle forme ça prend. Et ainsi, on voit des nouveaux partenaires, quelque part, comme les retailers, dont les modèles de collaboration vont rester aussi à inventer pour les années à venir. Très bien. Émilie, peut-être vous, en tant que Data Activation Manager, quel est votre sentiment justement sur les outils demain qui permettront de collecter et à la fois mettre ensuite en route des stratégies efficaces sur l'exploitation data des consommateurs? Alors déjà, je rejoins beaucoup Christine dans son analyse et je dirais qu'on n'a jamais été aussi proche. En fait, on parlait beaucoup de client-centric, user-centric, on n'a jamais été aussi proche de ces notions-là où aujourd'hui, il va falloir être très, très vigilant sur les publicités et comment on adresse ces contacts. L'un des avantages, et Christine le dit très bien, c'est que voilà, les entreprises commencent à travailler aussi ensemble pour répondre à ces besoins-là. On voit du coup aussi sur le marché que des annonceurs commencent à se réapproprier leur capital data en mettant en place ce qu'on appelle des data management platforms, donc des DMP ou des customer data platforms, CDP, pour, on l'a dit auparavant, la data c'est comme de l'or et voilà, ils commencent à construire leur capital data en emmagasinant les données qui sont dans l'entreprise, afin au final d'avoir cette expérience client qui est réconciliée de bout en bout dans une plateforme, dans le but de répondre au mieux, de mieux connaître les clients et les prospects qu'ils ont et de faire des publicités ciblées tout en accord avec les besoins de cette population. Très bien. Marina, après, je laisserai FX conclure le débat. Alors, du coup, on parlait de modèles. Je rejoins les propos qui ont été évoqués avant également, sur les différents modèles d'association et de partenariat sur la donnée. On va avoir aussi à créer des nouveaux modèles sur ce qui va être lié à la mesure, puisqu'on sait que concernant le digital, l'attribution et la contribution ne seront plus possibles. Donc, il va falloir partir sur des modèles qui vont être davantage liés à de la statistique, notamment la modélisation économétrique, et aussi l'incrémentalité, ce qui pourra permettre de compléter en fait la modélisation économétrique avec des tests vraiment en mesure réelle sur des campagnes. Maintenant, parce qu'on c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de cette partie mesure. Maintenant, oui, effectivement, on va devoir créer une nouvelle façon de travailler, comme le disait Émilie, sur la façon dont on va pouvoir enrichir les données, les activer, etc. Et globalement, je m'arrêterai ici. J'arrêterai là. François-Xavier, vous êtes directement concerné par effectivement ce futur-là. Vous avez chez The Trade Desk une actualité particulière avec justement le développement d'une nouvelle plateforme qui promet une agilité, une efficacité
accrue pour vos clients. Je vous laisse un petit peu conclure le débat avec votre avis sur effectivement la meilleure façon de se projeter un peu demain avec sur les outils. Tout à fait. Nous, le nouveau modèle, bon, sans vouloir paraphraser ce qui a pu être dit auparavant par Christine, Émilie ou Marina, mais on a la conviction effectivement que ce nouveau modèle, il doit s'appuyer sur la combinaison entre l'intelligence artificielle, évidemment, et l'humain, l'utilisation de la donnée, évidemment, c'est au cœur de nos problématiques, mais également la prise en compte des possibilités qu'offre l'Open Internet, et enfin, amener davantage de facilité, de simplicité dans l'activation pour que ce qui peut sembler être extrêmement complexe au premier abord soit finalement relativement simple à mettre en place pour les marketeurs. C'est un des véritables avantages aujourd'hui des gros acteurs du marché. Ce single button, finalement, on appuie sur un bouton, on arrive à mettre en place une campagne. Aujourd'hui, c'est notre ambition, c'est le nouveau modèle qu'on veut proposer aux marketeurs. Donc, en appuyant finalement ces nouveaux enjeux de data et de pouvoir très rapidement mettre en place des activations médias sur notre plateforme de façon extrêmement simple sur l'ensemble de l'Open Internet. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les quatre pour ces explications, ces analyses. Je sais que certaines personnes qui nous ont suivis ont envoyé des questions auxquelles, malheureusement, je suis désolé, on n'aura pas assez le temps de pouvoir répondre. Ce que je vous invite à faire, c'est nous adresser ces questions-là. On va les garder et en fonction des personnes à qui elles étaient destinées, on pourra réorienter à ceux qui le souhaitent. Et si vous le souhaitez, évidemment, pour que vous puissiez apporter un élément de réponse. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci Marina, François-Xavier, Émilie et Christine. Je vous souhaite une très bonne journée en espérant qu'on a pu répondre à un maximum de vos questions et vous apporter une part des réponses que vous recherchiez en vous inscrivant. Merci beaucoup, encore une fois. Et écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite à toutes les agences, marketeurs du monde entier pour pouvoir appréhender au mieux les mois qui arrivent. Merci encore et à bientôt.